Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bienvenue sur Fréquence 8 pour notre dernière session de la semaine avec Stéphane Cantero qui est venu nous parler depuis lundi de son recueil de nouvelles qui s'appelle Pico-roman, courte nouvelle de la fiction pure à la biographie romancée aux éditions Edna. Donc, bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie. Donc, c'est vrai que depuis le début de la semaine, on a parlé des thèmes que vous aviez abordés. Donc, tous les sujets y passent. Il n'y a pas de sujet de prédilection. C'est en fonction, j'imagine, des réflexions, d'une lecture, de ce que vous avez rencontré dans la journée, qui vous inspire un moment d'écriture. Alors, il y en a une qui m'a... où ça a été beaucoup plus marqué que les autres. C'est une qui s'appelle « Du réalité ». Ah oui. Et alors là, j'ai l'impression que vous vous êtes amusé à jouer avec les mots comme un gourmand. Oui, c'est ça un peu, oui. On avait l'impression, à l'écrit, quand on le lit, il y avait vraiment un vrai plaisir des mots à jouer avec. Alors en réalité, ça c'est une vieille chanson. J'ai repris une vieille chanson en fait, le texte d'une vieille chanson que j'avais écrite il y a 10 ans à peu près, peut-être un peu moins, mais voilà. Et à le lire, on a vraiment l'impression que les mots sont en bouche, là, et on s'amuse voilà, exactement, avec les sonorités. Les sonorités, les homonymes. Et en réalité, mais en même temps, ça raconte une histoire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en train moi c'est comme ça que je l'imagine, c'est quelqu'un qui est sur un lit, son lit d'hôpital, et en réalité. Il est en réalité, et en fait, je pense qu'il a atteint d'une grave maladie et il s'indigne en fait. Il est dans sa phase un peu d'indignation, de colère et autres parce que il trouve ça injuste. Il risque d'y passer, je pense. Voilà. Oui, et puis les termes employés, il y a on parle de boue, on parle d'orage, de boue, mais. À la fois, l'histoire est presque secondaire. Oui, complètement. C'est les mots, c'est le jeu avec les mots. C'est vraiment le jeu. Et puis on sent vraiment une espèce de gourmandise. Là. C'est vrai. Et je me dis, quand on écrit une nouvelle comme ça, est-ce qu'on ne l'écrit pas à voix haute parce que... Parce qu'on a vraiment l'impression c'est une chanson en fait. Elle est destinée à être chantée en fait. Bon, alors faut pas avoir 2 grammes, parce que pour s'amuser avec les mots comme ça, faut pas bégayer. Quoi. Voilà. Alors ça c'est donc tous les sujets. Est-ce que alors on parlait en début de semaine qu'il y avait quand même parfois certains cynismes. Donc c'est vrai que je me disais, est-ce que c'est pas votre métier qui vous amène bien malgré vous à voir les côtés un peu sombres de l'être humain? Peut-être, peut-être, mais en même temps non, parce que il y a aussi des passages où il y a un peu plus de regard un peu plus optimiste et autres, mais là aussi ça peut venir aussi de l'expérience ou d'anecdotes professionnelles aussi parfois un peu, bien sûr remaniées, mais oui. Donc, avec tout ce que vous vivez dans votre métier, vous auriez largement de quoi écrire un roman. Vous disiez que c'était difficile à construire, à développer. C'est clair. Mais c'est vrai. vous, au moins, vous inspirez, bien évidemment, ne pas reprendre une affaire. Garder la liberté d'écrivain. Et... Ah oui, il y a, je suis en mémoire 3-4 affaires qui feraient des romans, c'est sûr. Donc peut-être qu'un jour, vous avez de quoi. Finalement, il y a de la matière. Il y a de la matière, oui. Il y a la matière à développer. Oui, c'est vrai. Oui. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer de la nouvelle au roman. Pourquoi pas, il faudrait essayer. Voir. Essayer. Alors, il y a un auteur, on parlait dans le courant de la semaine là, de femmes que vous avez un petit peu sorti de l'oubli quand même.
Et il y a un auteur qui est revenu en tout début de livre Oui. et à la fin, Oui. qui est assez peu connu quand même, qui est pas Zamiatine. Zamiatine. Ah, oui, oui. Nous autres de Zamiatine. Voilà, c'est ça. C'est un auteur qui vous a pour moi, marqué. c'est mon livre de chevet si je devais en avoir un, et c'est celui que j'offre en général, que j'offre assez facilement aux amis, à la famille, ou un collègue qui part à la retraite, par exemple. C'est ça que je vais lui offrir, parce que je trouve qu'il y a tout dedans. Et alors Eugène Zamiatine a écrit ça en 1929. C'est de mémoire, à moins que ce soit plus. Oui, c'est dans les années 20. Il me semble. Et en fait, c'est le précurseur du courant de la dystopie dans science-fiction. Donc après lui, mais hélas, les autres ont été plus connus que lui, mais après lui ont écrit George Orwell, 1984, Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Et puis après, il y en a d'autres, Ray Bradbury, Fahrenheit 451, vous avez Les monades urbaines de Silverberg, Un bonheur insoutenable d'Howell Levin, ça c'est extra aussi comme livre. Mais bon, nous autres, c'est le précurseur, le premier à avoir écrit. Et alors, c'est d'une puissance inégalée, à mon avis, c'est bien meilleur que les autres. Et, oui, parce qu'on dit même que George Orwell s'est beaucoup inspiré quand même de cet écrit, quand même. Oui, vraiment, Zamiatine, c'est d'une puissance. Et en plus, il y a une écriture où il arrive à... parce que c'est un journal intime, donc le héros de Zamiatine, D503, écrit un journal intime. Alors D503 parce qu'en fait les noms ont été bannis. Voilà, ce ne sont plus que des lettres et des numéros. Et en fait, dans une cité de verre où tout est transparent, donc les gens vivent comme ça et sous l'œil de tous. Et en fait, Zamiatine arrive à écrire comme un personnage dans ce monde complètement fou et appauvri, en fait, parce qu'on s'aperçoit que tout ce qui fait l'humanité est peu à peu supprimé. Eh bien, c'est un monde très aride, très pauvre. Eh bien, avec une pensée très très limitée, eh bien, il arrive à écrire comme écrirait un homme de ce monde-là. Et voilà, c'est fabuleux. Arriver à incorporer. Incorporer complètement, comme on penserait quelqu'un. Et alors, D503, puisque dans les dystopies, il y a toujours un grain de sable, il y a toujours un déviant qui apparaît, et on s'aperçoit que les héros de ces univers-là, ce sont des gens comme tout à fait ordinaires d'aujourd'hui. Voilà, c'est des gens qui n'aspirent qu'à une liberté un peu relative et sans plus, quoi. Voilà, c'est des formes de anti-héros, mais qui... Non, c'est les grains de sable, quand même. Ouais, voilà. Aujourd'hui, ce sont des héros. Mais à l'époque, dans leur monde là, et voilà, c'est des gens qu'il ne faut pas laisser passer. Les empêcheurs de tourner en rond, comme on dirait. En fait, Zamiatine a observé les tendances des sociétés telles qu'elles se construisaient au début du XXe siècle, en fait, et puis a poussé la logique jusqu'au bout en nous disant, mais voilà l'idéal de nos sociétés, même démocratiques, c'est un... Voilà à quoi ça aboutit, ça va être terrible, et c'est un enfer, en fait, pour donc c'est une espèce d'avertissement. On a l'impression que avec ce qu'on vit actuellement, c'est à se demander si les gens qui l'auraient lu n'ont pas vu ça comme un avertissement, mais presque comme un mode d'emploi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est vrai que c'est à se demander si ça ne sert pas de vadémécum plutôt que de mode d'emploi. De mettre en garde, quoi. Ouais, exactement, puisque plein de choses qui sont prédits un peu... La privation de liberté, anticipées dans ce courant, eh bien, on le voit aujourd'hui, quoi, pareil, oui. On peut à peu se mettre en place. Exactement, et accepter. Et accepter complètement. Alors que quand il y a quelques années, lire ces livres-là, ce serait indigné, on dirait. Tout de suite, on aurait dit oui. Non, mais c'est pas possible. Comment on peut accepter des choses comme ça? Eh ben non. En fait, il y a toute une machinerie, quoi. Enfin, c'est vrai que comment on peut arriver à manipuler les foules pour finir par leur faire accepter des privations de liberté sans aucun problème. Voilà, et tout ça avec un discours bienveillant. Oui, alors la bien-pensance, ça c'est pareil. Vous n'aimez pas trop, hein.
Il y a eu une espèce de coup de gueule. En même temps, comme c'est Benabar qui chante ça, non ouais, je suis politiquement correct et je vous emmerde. Ça, j'aime bien son texte là, parce que effectivement, aujourd'hui, il y a la parole est tellement dévoyée que aujourd'hui, se présenter comme un être ultra réactionnaire peut permettre de se définir comme un rebelle et autres. Enfin bref, il y a ça devient un tel bouillie intellectuelle qu'on ne s'y retrouve plus. Donc ça, là aussi, c'est pareil, la bien-pensance. Il y a sur plein de domaines, je me revendique comme bien-pensant. Alors du coup, si. Oui, mais si être attaché à la démocratie, à l'égalité. Alors c'était pas par rapport à ça que je. Voilà. Ouais, non, je sais bien. C'est vrai que la pandémie, comme vous dites, la pandémie des expressions, les expressions, oui. C'est vrai que c'était cette. Espèce de mode en fait de souhaiter la belle journée, de souhaiter. Oui. Alors que la réalité des choses est loin, et parfois loin d'en être là, quoi. Donc on sent quand même des petits coups de gueule. Ah bah oui, voilà, oui. des railleries aussi. Voilà. Mais Zamiatine, c'est vrai que c'est le seul auteur. Ah oui, c'est vrai. C'est le seul auteur dont vous parlez. Ah bah si les gens qui nous écoutent là pouvaient lire ce livre. Et beaucoup moins connu. C'est vrai qu'il n'est pas passé à la postérité comme George Orwell. En fait, exactement. Ces auteurs, c'est alors de dystopies qui sont quand même relativement connus. Voilà. Alors que c'est très bien puisque. Alors que c'est le précurseur. Parce que voilà, c'est le précurseur et il y a déjà quasiment tout dedans, la réflexion sur le langage qu'on va retrouver chez Bradbury par exemple, voilà, plein de thèmes qu'on retrouvera chez les autres, ils y sont déjà, mais avec d'autres choses aussi, d'autres thèmes, et puis surtout une densité, enfin une écriture. Ouais. Moi, j'ai adoré ce livre. Voilà. Bon, de Zamiatine. Oui, parce que là, Gallimard, je crois, chez l'imaginaire, tel Gallimard, il me semble. Oui, et alors il a écrit. Je crois que Nous autres, c'était issu d'une traduction de l'anglais, alors que la traduction du russe, ce serait que nous. Nous, peut-être, exact, ouais. C'est vrai que comment on est passé du je au nous, à nous, ouais, peut-être. Et donc de l'individu au collectif. Voilà, comment est-ce qu'on a... Il y a la négation de l'individu au profit du collectif. Parce que Georges Semprin, voilà, c'est un grand intellectuel, Georges Semprin, mais a écrit une préface où il réduit Zamiatine à une dénonciation du régime communiste, puisque effectivement Zamiatine était un ingénieur qui a vécu la révolution d'octobre et vécu les premières heures du communisme avant de fuir, parce que voyant comment ça tournait mal finalement, et il réduit ça à une dénonciation. Non, il dénonce vraiment les tendances lourdes des sociétés modernes en fait. Voilà, que ce soit une dictature assumée, comme on retrouvera avec l'Allemagne nazie ou la Russie stalinienne, mais aussi les dictatures douces, quoi, en fait, voilà. C'est toutes les formes, en fait. Toutes les formes Même, en fait, c'est vrai que comme il a été sympathisant au départ de la Révolution d'octobre, le fait qu'après il ait pris ses distances, il a été réduit à un opposant, alors qu'en fait, c'est une dénonciation totale des grandes tendances de la société. Et à mon avis aussi, ce courant a inspiré aussi toute une sociologie et une philosophie politique qu'on va retrouver dans les années 50, 60. Il y a des développements entiers de Deleuze, même de Michel Foucault et autres, qui s'inspirent complètement de cette littérature. Enfin, alors après, il y a des allers-retours, ils s'influencent les uns les autres, parce que je pense que les auteurs de science-fiction ont lu aussi les essais de Goffman et autres, enfin,
pour nourrir leur propre roman, bien sûr. Mais ouais. D'ailleurs, vous-même, dans certaines de vos nouvelles, certaines de vos courtes nouvelles, il y a un peu des fois de... Alors là, on est plus sur du fantastique, mais il y a un peu de fantastique. Oui, il y a un peu de... d'anticipation un peu. D'anticipation. Ouais. Alors, il y en a une quand même qui fait un peu peur, celle où les décisions qui seraient prises par des machines... Des machines, oui, ça c'est... Des décisions de justice qui seraient prises par des machines à sous. Oui. Hein, après, bien évidemment, tout un enchaînement de phénomènes. C'est pas une loterie, la justice, pourtant. Mais non, mais comme on le dit parfois, vous savez, c'est parfois prendre les homos, les gens. Ce qu'on dit des fois, prenons homo. Alors, vous dites que aussi, nous sommes une loterie, allons-y alors. Moi, je mettons des machines à sous. Effectivement, ça peut être une loterie parce que même si le droit est, le droit est ce qu'il est, il est quand même rendu par des magistrats ou des avocats. Oui, mais on n'est jamais... Mais qui vont interpréter le droit avec ce qu'ils sont. Oui, mais les décisions sont toujours collectives parce qu'il y a toujours des voies de recours et puis on est plusieurs. Alors les avocats sont là, le parquet est là, les juges sont là, ils sont plusieurs. Après, on peut faire appel si on n'est pas d'accord. Donc c'est quand même une institution. Et puis il y a des précédents. Donc le droit, d'abord, est dynamique. Il change en fonction de l'évolution de la société. Et puis, c'est toujours... Il y a plein de contre-pouvoirs dans la production d'une décision. Donc, c'est une loterie... Non, enfin, moi, je et crois pas trop. Parfois, quand on n'a pas la chance de tomber sur le bon juge, on peut avoir quand même une affaire un peu bâclée et pas toujours très juste. Mais on peut faire appel. Il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours. Mais des fois, c'est lourd, quoi. Non, moi, je fais confiance dans mon institution, mais je vois ça. Voilà, c'est une histoire de dire, d'accord, vous dites ça, on prenons homo et vous allez voir ce que ça donne, quoi. Du coup, une décision qui tombe complètement au hasard avec une absence totale de raisonnement et de motivation. Donc là, il n'y a plus de juge. Et voilà, comme ça, on a moins de travail. Voilà, il n'y a plus de juge. Maintenant, c'est des machines à sous. Voilà. C'est une espèce de raillerie, en fait. Voilà. Oui, ou alors c'est pour... pousser la logique de la réflexion jusqu'au bout. Bon, il y a quand même il y a aussi un petit peu de fantastique, j'ai trouvé, de la poésie. Avec le remonteur d'horloge solaire. Oui. Oh, c'est joli. C'est une belle poésie. C'est la disparition des vieux métiers. Des vieux métiers. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'est un recueil où tous les sujets y passent, tous les sujets sont abordés, y compris la religion. Ah oui. Où on sent que, beaucoup de distance. Il y a beaucoup de distance et c'est très clivant, hein. Comme sujet, mais bon. Il y a deux mots là-dedans, oui. Il y a toujours une part d'auteur, part de l'auteur. Mais c'est vrai que oui, Mais bon, on sent quand même l'amusement. Oui, voilà, oui. On sent l'amusement il y a une dans espèce, l'écriture. C'est vraiment... Et comme je disais, quand vous parlez de sujets difficiles... Exagérer un peu, oui. Eh bien, vous arrivez à l'écrire avec distance, et donc nous, à le lire avec distance, quoi. Oui. Il y a une... je sais pas, comme une légèreté dans l'écriture, un amusement, une légèreté. Oui, par exemple, sur les religions, le but n'est pas d'agresser ou de blesser. Voilà, moi je crois pas, et ceux qui croient, je vais, c'est faire rire de ça, et avec une espèce de connivence, de dire je te chambre avec ça, mais à toi tu peux me chambrer maintenant si tu veux. Oui, on peut me rendre l'appareil, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, ça se sent, on sent une écriture légère et amusée, et du coup, ça transparaît à la lecture, à la lecture. Et c'est pour ça que j'aime même des sujets un peu délicats. Quand on referme le livre, en plus, parfois elles font une page, donc on peut prendre le recueil, ouvrir à une page au hasard et puis, en lire quelques-unes, et puis elles se lisent toutes indépendamment, ça se lit dans tous les sens, de la centième à la première ou inversement.
Donc on sent l'amusement. Oui, voilà, bah, tant mieux. C'était le but. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup. Donc peut-être qu'on se reverra une prochaine fois, puisque il y a de la matière quand même pour un roman. Peut-être. Ou un tome 2, on va voir. Ou un tome 2, volume 2. Ou un autre recueil de nouvelles plus développé, peut-être. Vous avez quand même un métier qui vous donne, vous sert de la matière sur un plateau. Et puis d'autres centres d'intérêt aussi qui m'en donnent aussi. Bon, alors j'espère qu'on se retrouvera une prochaine fois. Merci de votre temps. Ça passe vite. Finalement. La semaine passe vite. Et puis je vous dis à la prochaine, alors au prochain roman. Eh bien, au revoir. Merci. Au revoir. Stéphane Cantero, Picot Roman. Mansplaining. Déjà, une table ronde. Il n'y a rien qui m'agace plus que ça. Une succession d'égos qui tentent chacun de se mettre en avant en se fichant éperdument de ce que peuvent raconter les autres. Une tablée faite d'un intervenant qui parle pendant que les autres attendent leur tour. Et bien sûr, les motivés du public qui s'impatientent de prendre le micro pour poser une question. Non pour obtenir une réponse, mais pour avoir l'occasion de faire les malins et de se faire mousser. Mais ce qui m'a fait exploser de rage, c'est lorsqu'une intervenante a commencé à dire que les violences conjugales frappaient aussi les hommes, qu'il y avait des hommes battus. Et voilà. À chaque fois, c'est pareil. Dès que les femmes revendiquent un droit, exposent une souffrance, il y a toujours quelqu'un pour leur couper la parole, pour nier l'exclusivité de leurs difficultés, pour minimiser leur traumatisme et expliquer que les hommes sont aussi des victimes. Le harcèlement de rue ? Les pauvres hommes ne savent plus comment faire pour aborder les femmes. Les inégalités salariales ? Il faut dire aussi que les femmes renoncent à l'ambition et que les hommes sont bien obligés de se sacrifier. Le harcèlement sexuel ? Le non-respect du consentement ? On va finir par demander à signer un contrat avant de faire un bisou sur la joue si ça continue. L'inceste ? Les mères aussi le commettent. Voilà. À chaque fois, on leur interdit d'exprimer leur réalité. C'est pourquoi je me suis levée et j'ai hurlé. La ferme ! Oui, la ferme ! Et si pour une fois on la fermait, on la bouclait ? Nous, les hommes, mais vous aussi, les quelques femmes, véritables collabos ou capots, qui faites semblant de ne pas comprendre l'enjeu. Qu'on la ferme et qu'on écoute, jusqu'au bout. La fin de la violence et la fin du mépris commencent par là, par se taire et par écouter jusqu'au bout ce que les femmes victimes de siècles de discrimination, de disqualification et de violence ont à nous dire. Vous voulez me virer pour ça, Monsieur le Président ? C'est votre droit. C'est sûr que j'ai jeté un froid dans cette ambiance polie et distinguée. Vous êtes dans le bon camp. Surtout depuis que vous avez rédigé une charte sur l'égalité homme-femme que vous faites afficher et que vous avez même désigné une vice-présidente référente harcèlement. Vous, qui il y a à peine 2 ans faisiez encore pleurer vos assistances, vous avez maintenant tout bon. Il ne manque plus que l'affichage des panneaux publicitaires du gouvernement dans les couloirs. Vous êtes comme cette intervenante avec ces hommes battus. Avec des gens comme vous, les violences faites aux femmes ont encore un bel avenir. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.